Nous sommes de retour dans le live de TU Finance et c'est désormais l'heure d'accueillir Philippe Wechter. Philippe qui est directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management et également rédacteur du blog éponyme. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le 4 avril dernier, les experts du climat de l'ONU qui font partie du GIEC ont publié un nouveau rapport consacré aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces préconisations pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, comme cela avait été convenu avec dans les accords de Paris. Philippe, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue économique, comment est-ce qu'on peut réussir à être si volontaire? Parce qu'il y a une deadline, ils ont demandé de réduire ces émissions d'ici à 3 ans. Comment est-ce qu'on peut être aussi volontaire, viser, atteindre ces objectifs et ne pas impacter la macroéconomie? Est-ce que c'est possible? On est dans un environnement complexe. Je voudrais juste te dire, il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête quand on a l'objectif d'1,5 degré à l'horizon 2050, horizon fin du siècle. Il y a deux notions. Il y a ce que dit le GIEC, vite, dépêchons-nous de réduire les émissions pour maximiser la probabilité d'aller vers 1,5 degré. Et puis, il y a la neutralité carbone en 2050. Et ce sont deux choses qui sont complémentaires. Et souvent, on entend parler uniquement de la neutralité carbone en disant, en 2050, on y arrivera. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que je sais pas, en 2040, on trouvera une technologie qui permettra d'absorber le carbone et d'arriver à zéro émission nette de carbone en 2050. Le GIEC nous dit non, ça c'est pas le sujet. On peut pas faire comme ça, on peut pas imaginer ça, on peut pas se reposer comme ça. Si on veut effectivement arriver à zéro émission nette en 2050, il faut s'y prendre dès maintenant et aller très vite. Et c'est là où les choses sont complexes, parce que quand on regarde le rapport et d'autres avant, très clairement, il faut changer de modèle macroéconomique. On utilise aujourd'hui un peu plus, environ 80% d'énergie fossile dans la consommation d'énergie primaire. Il faudrait probablement passer aux alentours de 30% en 2050. C'est un changement radical. Et il va falloir dans le même temps que les énergies renouvelables prennent le relais. Le nucléaire aussi, probablement. Mais ça veut dire qu'il y a un effort d'investissement tout à fait considérable, une réallocation des ressources entre ce qui était sur l'énergie fossile vers les énergies renouvelables. Et ça, c'est un enjeu colossal à l'échelle de la planète, pas simplement de la France, des États-Unis ou de l'Allemagne. C'est ça, à l'échelle de la planète. Après, il y a évidemment des pays qui seront probablement plus réticents, des pays qui diront pourquoi est-ce que finalement je devrais revoir mon mode de consommation d'énergie, au risque que ça pèse négativement sur ma croissance et que potentiellement... On a tous cette question, et c'est pour ça que même dans cette campagne électorale française, cette problématique est abordée du bout des lèvres et pas plus que cela, parce que on rentre dans quelque chose de plus contraignant. C'est ça. Et le risque, effectivement, est que ça puisse peser durablement sur l'activité, parce que on chamboule complètement l'économie. Et en plus, on y assiste, c'est quasiment une situation in situ, dans la mesure où on peut prendre l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne qui, avec ses accointances avec la Russie, qui avait fait le pari d'une espèce d'entente cordiale avec la Russie, finalement, sur sa fourniture d'hydrocarbures, est en train de se rendre compte qu'il va falloir qu'elle revoie son modèle économique, son modèle énergétique, finalement, par la force des choses. Est-ce que, du coup, ce conflit en Ukraine pourrait aider les consciences politiques, les consciences populaires à effectuer ce virage? Je pense que c'est un élément qui effectivement rapproche l'économie de la question climatique. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment qu'on avait deux choses parallèles, l'économie, la question du climat, et on voit bien avec cette problématique d'approvisionnement en gaz russe que les deux sont intimement liés. Et si cette crise en Ukraine, dramatique par ailleurs, permettait cette prise de conscience, ce serait une bonne chose, parce que chacun doit se rendre compte que
la situation doit évoluer très rapidement, parce que, comme vous l'évoquiez, le GIEC nous indique très clairement, en 2020, le pic d'émissions de carbone doit être atteint avant 2025. C'est-à-dire que c'est très proche, et on a vu qu'en 2021, après le coup d'arrêt de 2020 pendant la pandémie, les émissions carbone étaient reparties très fortement à la hausse, et donc là, il y a un enjeu macroéconomique très, très important. Très important. La Cour des comptes européenne se base sur un rapport du High Level Expert Group pour chiffrer plus ou moins le besoin d'investissement entre 2021 et 2030 à 11 200 milliards d'euros. Répartis sur l'ensemble des pays, évidemment. Comment on finance Ce sont des grandeurs qu'on a tous en tête. Alors, de ce point de vue-là, le rôle des États et le rôle de l'Union européenne va être essentiel pour créer des impulsions, pour créer des incitations et faire de telle sorte que le secteur privé prenne aussi le relais. On voit bien que le secteur privé est en train de prendre le relais, de prendre conscience des efforts à faire, mais il faut des impulsions. Alors, il y a deux choses qu'il va falloir mettre en œuvre. Il y en a une qui fonctionne déjà, qui est le prix du carbone, la taxe carbone. C'est quelque chose d'important. Vous mettez une taxe pour inciter le consommateur, l'entreprise, à modifier son comportement, parce que l'essence est plus chère, parce que le kérosène est plus cher pour les avions, etc. Ça, c'est un premier point. Et puis, il faut une volonté politique forte pour infléchir l'allocation des ressources et inciter le secteur privé à y aller. Donc on va fonctionner comme ça, et probablement qu'il y aura la nécessité d'une dynamique européenne. On a déjà eu le plan de relance qui a été financé sur des fonds européens, sur une dette européenne, et donc on va très certainement devoir encore avoir un plan qui sera à l'échelle européenne avec un financement européen, parce qu'on est tous dans le même bateau. Et un bateau qui prend en feu, d'une certaine façon. On va changer de sujet, on va passer au risque de récession. Alors, on a entendu dernièrement Deutsche Bank, qui pour la deuxième fois en 6 mois indique qu'il y a un vrai risque récessionnaire aux États-Unis. Elle le rapporte aujourd'hui, elle l'estime, elle le précipite à la fin du T3 2022. Il y a 6 mois, c'était au début, courant 2024. On parle également de risque récessionniste en Allemagne. Du coup, est-ce qu'il y a un risque? Alors déjà, concernant le risque de récession aux États-Unis, est-ce que selon vous, il existe réellement? Oui. Oui. Et d'une manière générale, on a un choc énergétique. Le prix de l'énergie par rapport à 2021, si on prend le gaz, le pétrole, l'électricité, on est par rapport à la moyenne 2021 pratiquement à 100% de hausse, pas tout à fait. Donc c'est un choc pour vous, pour moi, pour les entreprises, qu'on soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, et on voit par le passé que ces chocs énergétiques ont tendance à peser très lourdement sur l'activité. Et on peut le voir même sur un phénomène très simple, c'est que les Européens ne fabriquent pas d'énergie. Ils importent cette énergie, et donc comme elle est beaucoup plus chère, eh bien on va avoir un transfert d'argent de l'Europe vers les pays producteurs. Et donc cette situation va être compliquée dans un environnement où les Européens sont préoccupés par ce qui se passe sur le pétrole, par ce qui se passe en Ukraine. Et donc, on voit bien, quand on regarde les indicateurs de confiance des ménages, ils ont chuté au mois de mars. Il y a une incertitude, les entreprises sont préoccupées, donc chacun a plutôt tendance à repousser le moment pour faire de grands achats. Et donc, c'est une situation qui est compliquée. Donc, on a ce choc énergétique. Aux États-Unis, de manière très direct, on a un choc de taux d'intérêt. La Banque centrale remonte ses taux d'intérêt. Et hier soir, les minutes de la dernière réunion de la Fed nous indiquaient très clairement qu'on va faire des augmentations de 50 points de base. C'est trop agressif, selon vous? Non, ça va freiner la croissance? L'inflation est à quasiment 8% au mois de février. Donc il faut agir très vite, parce que contrairement à ce qu'on observe en Europe, les salaires augmentent et sont accélérés récemment aux États-Unis. Et de ce fait-là, la Banque centrale ne veut pas que ce phénomène devienne persistant. Et donc, elle veut
immédiatement taper, et donc elle le fera très, très rapidement. Donc vous avez un choc énergétique, un choc de taux d'intérêt, et probablement un budget qui ne sera pas aussi expansionniste que par le passé. Donc le risque de récession est très fort. En Europe, il est d'une nature un peu différente. On a ce choc énergétique, on n'a pas pour l'instant de choc monétaire à l'image de ce qu'on attend aux États-Unis, mais on a un choc d'incertitude que je mentionnais tout à l'heure. Le Kiev est à 3 heures d'avion de Paris, et donc on voit bien que chacun s'interroge sur sur la façon dont les choses vont se passer, et donc ces facteurs jouent en faveur. Je ne sais pas s'il y aura une récession, mais d'un ralentissement très marqué de l'activité, et avec un risque de récession qui est très fort aujourd'hui. Qui existe, en tout cas en Europe. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la BCE tarde à avoir un discours, dans les faits, à être plus agressive, à combattre réellement l'inflation? La BCE est dans une situation très complexe. Quand on regarde l'inflation de la zone euro à 7,5% au mois de mars, il y a 5,5% qui vient de l'énergie et des prix alimentaires, et 2% qui vient des biens et des services, c'est-à-dire de l'économie interne. Donc c'est une inflation liée essentiellement à l'énergie, et sur laquelle la Banque Centrale Européenne n'a aucun impact. Et donc sa difficulté, c'est que si elle durcit le ton trop rapidement, trop brutalement, elle risque de précipiter l'économie européenne en récession, en pesant sur la situation des entreprises, et dans ce contexte incertain, sans pour autant résoudre la question inflationniste. On pourrait avoir une récession et beaucoup d'inflation. La BCE ne le souhaite pas. Mais elle doit intervenir néanmoins, parce qu'elle ne veut pas que l'inflation existante se transforme en anticipation d'inflation du côté des salariés, et crée une forme d'une revendication d'indexation des salaires, créant de la persistance de l'inflation, un peu à l'image de ce qu'on avait eu dans les années 70. Donc la BCE est dans une situation beaucoup plus délicate qu'aux États-Unis, où là-bas, l'inflation est principalement interne. Le 7,9%, c'est 5% d'inflation liée sur les biens et les services, et 3% sur l'énergie. Donc c'est pas du tout le même équilibre qu'en Europe, et donc la Banque centrale n'a pas du tout les mêmes contraintes. D'accord, le paradigme est complètement différent quand il y a ces questions d'inflation aux États-Unis et en Europe. Très rapidement, en France, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, expliquait que le risque de récession en France était quasiment nul. C'est son job. D'accord. Mais surtout, votre job, c'est de nous dire s'il a raison ou pas. Est-ce qu'il a raison, du coup? Moi, je pense qu'il y a un risque de ralentissement très fort. On aura des chiffres de croissance qui seront bons en 2022, parce que l'acquis de croissance à la fin 2021 était très élevé, 2,4%. Donc il faudrait qu'on ait quelque chose de très brutal pour avoir un chiffre de croissance négative sur l'année 2022, mais on ne peut pas exclure qu'on ait un trimestre, 2 trimestres qui soient négatifs. Et de ce fait-là, ce qu'il va falloir regarder, c'est le profil de l'activité, pas le chiffre en tant que tel. Et le chiffre sera probablement très inférieur aux 4% que prévoit le gouvernement dans la loi de finances. D'accord, donc effectivement, l'acquis de croissance de 2,4 devrait finalement nous protéger face à un risque de récession. On verra en 2023, c'est une autre affaire. On verra les chiffres à ce moment-là. C'est une autre affaire. Une dernière question, il nous reste très peu de temps, mais je tiens quand même à vous la poser. Alors on est en plein dans cette notion de risque, et là, on va rester en France, on va parler du risque Le Pen. Dans les derniers sondages publiés hier, le regain d'intérêt des Français pour le premier tour se matérialise par des intentions de vote au premier tour en hausse. Parallèlement, la candidate frontiste progresse également. Or, ce qu'on sait, c'est que d'un point de vue économique, il semblerait que droite et extrême droite ont des points de vue divergents, notamment sur la question de la flexibilité du travail, du libre-échange et de la redistribution des richesses. Quel est matériellement, réellement, le risque économique de voir arriver Marine Le Pen au pouvoir en France? Le risque, c'est l'Europe. On voit bien que dans cette crise ukrainienne, l'Europe s'est serré les coudes. On voit bien, en Allemagne, on a un budget de la défense. Au Danemark, le budget de la défense a été réactivé aussi. Et on voit bien que tout le monde a conscience qu'il faut faire front commun, parce que l'environnement international n'est plus ce qu'il était. Les Chinois jouent leur jeu, les Américains aussi, aux Européens d'être autonomes dans leur façon d'être. Et dans le programme qui est évoqué,
l'Europe doit se conformer aux souhaits des Français. Et donc, cette situation mettrait la France en écart par rapport à la dynamique européenne qui est en jeu. Alors pourquoi c'est important? D'abord parce que le couple franco-allemand a été au cœur de la dynamique européenne, et il l'est toujours. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, on voit bien que l'idée, c'est de gagner en autonomie par rapport à l'Europe, au moment où on a besoin d'une Europe beaucoup plus intégrée et beaucoup plus autonome pour faire face au monde. Donc, et l'impact là-dessus, on pourrait dire, ben regardez, au Royaume-Uni, le Brexit n'est pas très important, ça n'a pas d'impact trop fort. Sauf que l'Angleterre, le Royaume-Uni, était beaucoup moins intégré dans l'Europe que ne l'est la France. On est dans la zone euro, on est sur tout un tas de sujets dans lesquels les Britanniques n'étaient pas. Et donc, le risque, c'est de se retrouver un peu à la marge, se retrouver tout seul et d'avoir un risque macroéconomique très important. Cette question n'est pas abordée et je trouve que c'est dommage parce que la crise ukrainienne montre bien l'importance de l'Europe dans la construction de notre économie, de notre environnement, et c'est au cœur des problèmes. Et on voit bien que le Rassemblement national est très négatif sur la question européenne, en disant non, la France est primordial. La France sort de l'euro, on sort toutes les questions sur la préférence nationale, etc., qui sont des choses qui pèseraient sur la situation française, à tous les points de vue sociétaux et économiques. Ça me semble évident. Même, on parlait du GIEC au début de votre intervention, on demande finalement une forme de cohésion mondiale autour de ces problématiques. Du coup, se replier sur soi, ça ferait que retarder ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui, en fait, en réalité. Ok, merci. J'ai encore plein de questions, mais on n'a pas le temps, je suis désolé. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche chez Ostrum Asset Management et que vous rédigez un très bon blog que j'invite nos téléspectateurs, internautes à aller voir, qui est ostrum.philippewester.com. Merci beaucoup, à très bientôt Philippe. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de notre édition du live de TV9. À tout de suite.